du gouvernement mauritanien et du peuple mauritanien dans cette crise que nous traversons et pour laquelle nous avons besoin du soutien de tous nos frères et de tous nos amis. Les décisions courageuses qui ont été prises par le gouvernement mauritanien sont des décisions qui sont de nature à faire en sorte que le Mali sorte rapidement de cette crise. Les concertations entre les états-majors du Mali et de la Mauritanie se poursuivront donc dans le cadre de la traque des groupes armés. Autre sujet évoqué, c'est la situation des Maliens qui ont trouvé refuge en Mauritanie depuis le début de la crise. Ils sont confrontés au problème de carte de séjour en Mauritanie, faute de moyens. Il s'agira donc de revoir la loi concernant les réfugiés. Les deux présidents ont également échangé sur le dossier de l'OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, son potentiel et les contraintes liées à sa gestion. Cela dans la perspective du sommet de l'OMVS qui doit se tenir à la fin de ce mois de mars. Maliens et Mauritaniens ont par la suite paraphé un communiqué conjoint sur un certain nombre d'accords relatifs à la relance de la coopération Mali-Mauritanie. Les deux chefs d'État se sont réjouis de l'intervention des troupes franco-africaines en vue de restaurer la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali, menacée par les groupes terroristes qui se sont sanctuarisés dans le nord du pays. Ils ont convenu de renforcer la coopération entre les forces armées et de sécurité des deux pays à travers des rencontres périodiques, l'échange régulier d'informations et la concertation étroite entre les états-majors. Les deux chefs d'État ont convenu de ne tolérer sur leur territoire respectif la présence d'aucun groupe armé ou terroriste potentiellement déstabilisateur pour l'un ou l'autre. Avec la signature de ce communiqué conjoint entre le président malien et son homologue mauritanien, on peut dire que les relations Mali-Mauritanie ont repris de plus belle et c'est ici que tout s'est passé au palais présidentiel de la Mauritanie, au grand bonheur des Maliens et des Mauritaniens. Au cours donc de ce voyage en Mauritanie, le ministre de la Défense et des anciens combattants, Yamoussa Camara, a révélé l'importance du soutien de la Mauritanie dans la résolution de la crise au nord. Sur ce point, il a évoqué la reddition des groupes armés dans la forêt de Ouagadougou. Pour finir avec l'insécurité entre les deux pays, la Mauritanie s'est engagée, mais attend l'aval de l'ONU pour se manifester. Le ministre a également évoqué les exactions commises et les enquêtes en cours dans ce sens. Le général Yamoussa Camara est au micro de nos envoyés spéciaux, Sira Bachili et Idrissa Traoré. Nous avons souligné le fait que la réduction des groupes d'opposition qui sévissaient depuis un certain temps, qui continuent d'ailleurs à le faire, notamment dans la forêt du Ouagadougou, la réduction complète nécessite une intervention active des forces de sécurité mauritaniennes. Et déjà, la Mauritanie joue un rôle très important parce que quoi qu'on fasse, si la Mauritanie ne participe pas d'une manière ou d'une autre, notamment en diminuant le flux logistique qui permet à ces forces d'opposition de se ravitailler, donc d'être sur le terrain de durée, ce serait difficile pour nous de parvenir à une neutralisation complète de ce groupe. Donc le simple fait que la Mauritanie ferme ses frontières participe de notre action commune de destruction des forces dans la forêt de Ouagadougou. Et la Mauritanie l'a réaffirmé que rien ne sera toléré, en tout cas en ce qui concerne le ravitaillement de ces forces d'opposition. Et surtout, elle a même décidé d'aller plus en avant si la MISMA se transformait en une mission des Nations Unies, une mission de maintien de paix des Nations Unies. Elle a décidé à participer activement comme partie prenante de ces forces. Alors, qu'est-ce qui a été décidé concrètement en Mauritanie? Bon, concrètement, en ce qui concerne cet aspect, il y a encore des efforts à faire, notamment au niveau national, bien entendu. Le président a adressé une requête aux Nations Unies. La MISMA a pris le devant et est en train de prendre les contrats préliminaires pour essayer d'élaborer un projet de mandat qui pourrait être soumis à l'appréciation du Conseil de sécurité. C'est après ça seulement que la Mauritanie va décider de se joindre à la mission des Nations Unies si telle est la décision du Conseil de sécurité. Il a été également question des exactions commises au niveau de Djabali. Est-ce qu'on peut en savoir davantage? Bien, après les événements tragiques
qui ont d'ailleurs été accueillis avec beaucoup de stupeur et de compassion par l'ensemble du peuple malien, nos services ont été dépêchés sur le terrain pour recueillir les éléments d'enquête préliminaire. Les résultats n'ont jamais été publiés pour la simple raison que dans le même temps, la Mauritanie a demandé à participer à une commission bipartite qui aurait permis de donner une plus grande lisibilité aux conclusions de cette commission bipartite. Malheureusement, la tournure prise par les opérations sur le terrain n'a pas permis de conduire le processus à son terme. Maintenant, avec le dernier développement, la Mauritanie ayant communiqué les noms de 3 officiers supérieurs pour entrer dans la composition de cette commission bipartite, le garde des Sceaux prendra dans les jours à venir des dispositions urgentes pour mettre en place cette commission bipartite et conduire les opérations d'enquête. Après les entrevues avec les autorités mauritaniennes, le président de la République par intérim a visité 4 sites à Nouakchott. Il s'agit du port autonome, de la station de pompage et de traitement d'eau et de l'ambassade du Mali où il a rencontré nos compatriotes vivant en Mauritanie. Retrouvons nos envoyés spéciaux. Le port autonome de Nouakchott, port de l'Amitié, dispose d'un quai long de 585 mètres et large de 45 mètres, avec une superficie totale de 105 hectares, dont 58 aménagés. Ici, le président de la République par intérim et sa délégation ont eu droit à une présentation détaillée de l'historique, des infrastructures et du trafic assuré par le port de Nouakchott. Inauguré en 1986, le port est en pleine rénovation avec des travaux d'extension démarrés en 2009. 4 nouveaux postes à quai sont prévus, ce qui va porter à 7 le nombre de quais. Le professeur Djonkouna Traoré a pu apprécier le travail accompli par les entrepôts du Mali à Nouakchott, ces entrepôts qui ont été inaugurés en 2002. Autre lieu visité par la délégation présidentielle, c'est la station de traitement et de pompage d'eau. Ils ont des pompes exor dans le fleuve qui pompent l'eau à travers un tuyau de 1200, n'est-ce pas, le diamètre du tuyau, jusqu'à des châteaux d'eau. On en a compté à peu près une bonne vingtaine. C'est pour assurer à la ville de Nouakchott une autonomie moins de 48 heures en cas de problème. Ça veut dire que la station de pompage vous a donné des idées pour Bamako aussi? Mais bien sûr, évidemment, parce que nous, notre problème aujourd'hui, c'est approvisionner correctement Bamako en eau potable. À l'ambassade du Mali en Mauritanie, 3e étape de cette série de visites, les Maliens sont venus échanger avec le président de la République par intérim et lui faire part de leurs préoccupations face à la situation qui prévaut au Mali. Pour les Maliens de Mauritanie, il faut de l'assistance aux réfugiés et organiser leur retour. L'unité nationale qui est le souhait de tous passe par la tolérance, le pardon et la justice, parole du président de la République par intérim. Et c'est au centre d'oncologie de Nouakchott que la série de visites du président a pris fin, un centre spécialisé dans le traitement du cancer avec la chimiothérapie et rayons X, une haute technologie constatée par les visiteurs. Après donc la Mauritanie, le président de la République s'est rendu à Dakar. Nous reviendrons sur l'étape sénégalaise dans nos prochaines éditions. Transformation de la MISMA en force de maintien de la paix des Nations Unies. Le ministre de la Défense en parlait il y a quelques secondes. Eh bien, le sujet est au centre des échanges entre une délégation de l'ONU en séjour à Bamako et les autorités maliennes. Les besoins et les priorités dans le cadre de la stabilisation du pays vont également être identifiés par la mission qui a été reçue par le Premier ministre. Je vous propose d'écouter Edmond Mullet, secrétaire général chargé des opérations de maintien de la paix. Il est aussi le chef de la délégation. Il est au micro de Bourama Traoré. Le Conseil de sécurité a demandé au secrétaire général des Nations Unies de préparer un rapport spécial sur le Mali qui doit comprendre les aspects politiques, sécuritaires, de droits de l'homme et la possible transition des forces de la MISMA, de la CEDEAO, vers une mission de maintien de la paix des Nations Unies de casque bleu ou de béret bleu. Alors nous parlons avec nos interlocuteurs maliens sur leurs besoins, leurs priorités.
parce que cette mission des Nations Unies doit répondre aux priorités des autorités et du peuple malien. Nous sommes ici pour identifier ces priorités et nous allons travailler en soutien, en appui, pour accompagner le gouvernement de transition vers les élections et vers la stabilisation du pays. Nous devons aussi travailler la main dans la main avec d'autres partenaires, avec la CEDEAO, avec l'Union africaine, avec l'Union européenne qui fera la formation de l'armée malienne. Cette mission de maintien de la paix aussi est de nature temporaire. J'espère pouvoir, avec l'appui de certains pays et certainement des Nations Unies, accroître les capacités de la MISMA le plus vite possible. Parce que cette transition vers une mission de maintien de la paix va prendre encore quelques temps. Il n'y a pas de décision du Conseil de sécurité, pas encore. Et cela va prendre encore quelques mois. Alors d'ici à ce moment, il faudra accroître, faire plus efficace la MISMA dans l'équipement, le soutien, pour que ces capacités puissent répondre aux besoins de sécurité dans le pays et aider aussi les forces maliennes à avancer vers le nord et étendre la présence de l'État partout dans le pays. Une délégation du collectif des élus du Nord se trouve en visite à Niamey au Niger. Elle a rencontré hier les déplacés de la commune urbaine du Niger et les autorités consulaires. Avec eux, ils ont évoqué le retour au Bercail, la tenue des élections et l'opération de sécurisation des 3 régions qui se poursuit. Envoyés spéciaux à Niamey, Sidi Modibo Dambélé et Mamari Kone. C'est par une rencontre avec le chargé d'affaires de l'ambassade du Mali au Niger, entouré de ses proches collaborateurs et du Conseil des Maliens du Niger, que la délégation du collectif des élus du Nord a entamé cette mission auprès des déplacés du Mali au Niger. Dans son propos introductif, le chargé d'affaires a déclaré que 55 000 déplacés se trouvent actuellement au Niger. Ils sont répartis entre 3 camps officiels et un camp non officiel. Occasion pour les diplomates d'évoquer les dispositions prises pour un bon accueil des Maliens. Le chef de la mission du collectif des élus du Nord a pour sa part expliqué l'objet de la mission, à savoir faire l'état des lieux de la situation des déplacés et des réfugiés et apprécier leurs conditions de vie. Ces conditions de vie ont été largement évoquées lors de la rencontre avec les déplacés résidents dans la ville de Niamey. Nous leur avons expliqué la feuille de route, qui est le document référentiel, une loi donc, que le gouvernement a présenté à ses partenaires et aux organisations internationales qui l'accompagnent dans cette épreuve. Et les 3 points importants leur ont été expliqués, ils y ont adhéré, ils ont beaucoup applaudi. C'est quoi? C'est premièrement la libération totale du territoire. Le deuxième point, c'est aller vite aux élections. Et le troisième, c'est leur retour. Estimés à 7 000, les déplacés de la ville de Niamey n'ont pas manqué de remercier l'État nigérien et les différents partenaires qui les aident afin de rendre leur séjour agréable. La difficulté qu'on a eue d'abord, c'était avec le ACR qui pensait qu'on devait être dans un camp. Mais après de longs débats, je crois qu'ils ont compris. Et il y a 5 mois, ils ont pris en compte l'éducation et la santé. L'éducation, c'est quoi? Les enfants. Ils ont donné à chaque enfant 27 000 pour qu'on paye des cahiers, pour qu'on paye les tenues, pour qu'on paye la scolarité de l'année. Donc ça, ils ont pris en compte. Ensuite, ils ont payé les ordonnances de toutes les femmes malades ou bien de tous les hommes malades. La mission du collectif des élus du Nord n'est pas venue les mains vides. Elle a remis une enveloppe en guise de contribution à la prise en charge des réfugiés. C'est très gentil parce que déjà ils ont fait un grand effort de venir voir les réfugiés et d'échanger avec eux. Déjà ça montre vraiment la volonté du retour au pays. Cette mission s'inscrit dans le cadre d'un mémorandum d'entente entre le programme des Nations Unies pour le développement et le collectif des élus du Nord. Dans la région de Tombouctou et sur la route qui mène à Gao se trouve Gossi. Gossi, localité qui savoure désormais sa liberté. Ainsi, pour remercier les libérateurs, la population de Gossi a organisé une cérémonie à l'honneur des forces armées françaises, africaines et maliennes. Le maire de Gossi en a profité pour déclarer qu'il n'y a eu aucune exaction des forces armées sur la population. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Moussa Arimaïga et Ali Outouré. Gossi, cercle de la Rousse, région de Tombouctou, à 150 km de Gao, 1050 km de Bamako. Gossi, une commune rurale, libérée avec ses 32 000 âmes
où la vie reprend son cours normal après plusieurs mois d'occupation par les islamistes, narcotrafiquants et terroristes. Gossi, c'est aussi un maire heureux et des populations enthousiastes pour accueillir ici les officiers de l'armée malienne et française, dirigés par le colonel-major Didier Dako en reconnaissance à la liberté. Je suis vraiment très contente que France Hollande et du Mali, la liberté, vive la France, vive le Mali. Témoignage de leur infinie gratitude et de leur très profonde reconnaissance, un geste symbolique de 2 millions de francs CFA, remis en main propre au colonel-major Didier Dako par le maire de la ville, suivi d'un autre geste de 500 000 francs CFA, cette fois en appui aux forces maliennes basées à Gossi, sous la conduite du commandant Élisée Daou. À Gossi, quand on voit un geste de ce genre, c'est un autre signal. Les populations dans les régions sud du Mali n'ont pas eu les mêmes souffrances que les populations de Gossi ont vécu ici pendant le séjour des djihadistes dans leur milieu. Et ça nous témoigne vraiment que les populations de Gossi nous accueillent à bras ouverts. Au cours de cette cérémonie, que de témoignages et assurances. Que s'il y a eu des exactions au niveau des populations de Gossi, je suis le mieux indiqué à informer qui de droit. Il n'y a eu jamais d'exaction à Gossi. C'est vrai que le Gourma, c'est un nid de beaucoup de banditisme dans le Gourma. Ça, nous en sommes très conscients. Et si je dis nous en sommes conscients, c'est non seulement les forces maliennes, les forces de la MISMA qui travaillent à nos côtés, et puis les forces françaises qui aussi travaillent d'arrache-pied pour sécuriser tous les territoires nationaux. Nous sommes là, aux côtés de l'armée malienne, et nous l'aiderons jusqu'à ce qu'on en finisse avec cette menace. Et je voudrais en profiter pour témoigner du courage des Maliens, que je vois travailler tous les jours. J'ai eu l'occasion de faire 3 fois le coup de feu, comme on dit, avec l'armée malienne. Et ce sont de bons soldats, vraiment de bons soldats. Comme on le voit, la civilisation de la ville se poursuit avec l'armée malienne. Sécurité toujours, pour parler cette fois-ci de l'absence des forces armées maliennes, toujours absent à Kidal, un sujet qui préoccupe plus d'un. Pour en savoir davantage, écoutez ici un extrait de l'entretien exclusif que le chef des opérations militaires, le colonel-major Didier Dako, a accordé à nos envoyés spéciaux Moussa Arimaïga et Ali Outouri. L'explication est toute simple. Vous savez, il y a eu beaucoup de spéculations autour de la présence de l'armée à Ménaka, de la présence de l'armée malienne à Kidal. Mais c'est tout simplement dû au fait que nos capacités logistiques ne nous permettent pas de projeter du personnel à Kidal actuellement. Ce n'est pas la faute à quelqu'un, ce n'est pas l'armée, ce n'est pas les Tchadiens qui ne veulent pas qu'on aille là-bas, ce n'est pas les forces servales qui ne veulent pas qu'on aille là-bas, mais c'est seulement nos capacités qui sont limitées. Et à cet effet, en fait, nous pensons que nous devons sortir de la posture ancienne, la posture dans laquelle nous avons délaissé toutes ces régions. Je parle notamment de mars 2012. La posture dans laquelle nous étions avant a beaucoup favorisé la dégringolade de l'armée malienne. Il ne faudrait plus qu'on soit dans cette posture. Cette posture, mais qu'est-ce qu'elle était? En fait, on était dans des positions où des unités qui n'avaient pas beaucoup de matériel, particulièrement du matériel roulant, pour rester ou pour effectuer des mouvements sur le terrain. Les troupes étaient obligées de rester dans leur position et attendre l'ennemi. Donc maintenant, tout ce que nous cherchons, c'est vraiment de la logistique, et logistique en termes de mobilité. Ça, c'est le plus important. Et dès que nous avons cette mobilité, le lendemain, nous sommes à Kidal. Colonel-major, vous dites logistique, pour le Malien lambda, ça veut dire quoi? Eh bien, des moyens de la mobilité, on cherche des véhicules pour monter. Nous avons beaucoup de personnel sur Gao. Vous n'avez pas de véhicules? On n'a pas suffisamment de véhicules pour déployer nos troupes sur Kidal. Et si vous avez ça demain, vous êtes à Kidal? Automatiquement. Nous déployons à Kidal. Dès que les moyens seront là? Dès que les moyens sont là, nous déployons sur Kidal. Donc c'est toute la trilogie de l'armée, un chef, une mission, des moyens? Exact. C'est toujours la même trilogie qui continue. On a nos objectifs, nous demandons les moyens nous parviennent, nous exécutons les missions en fonction des objectifs que nous nous fixons. Voilà, vous avez suivi le colonel-major Didier Dako qui était au micro de Moussa Arimaïga. L'Organisation mondiale de la santé OMS vient de remettre aux populations de la région de Tombouctou un important lot de médicaments et de kits sanitaires. La mission nationale de la santé qui a transporté les dons a aussi rencontré le comité régional de crise et le conseil d'administration de l'hôpital de Tombouctou. Yaya Tandina depuis Tombouctou. Des matériels et équipements de la santé
Des médicaments d'une quantité importante, c'est ce que l'Organisation mondiale de la santé vient d'apporter aux populations de la région de Tombouctou. Ces appuis sont destinés aux 5 districts sanitaires que compte la région. Cette remise de matériel et de médicaments s'inscrit dans le cadre d'une mission initiée par le département de la santé en partenariat avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Mission qui a d'ailleurs échangé avec le comité de crise et le conseil d'administration de l'hôpital de Tombouctou. Ces échanges ont porté sur l'état actuel des lieux, les besoins en médicaments et le retour du personnel. A signalé la présence dans cette mission d'une douzaine de médecins spécialistes en chirurgie, ophtalmologie et urologie, venus à Tombouctou pour renforcer le personnel soignant déjà sur place. Retour à Bamako, les membres du club de bienfaisance d'épouses d'ambassadeurs unis Beau Club ont rendu visite aux blessés de guerre de l'hôpital du Mali. Voilà donc les membres du club de bienfaisance d'épouses d'ambassadeurs unis, en abrégé Beau Club, qui ont rendu visite aux blessés de guerre à l'hôpital du Mali. Elles en ont profité pour faire également des dons aux blessés. Voilà donc la remise de leur contribution aux blessés. Les membres du club de bienfaisance d'épouses d'ambassadeurs unis Beau Club. Journée sans presse au Mali, le mouvement a été largement suivi par les hommes de médias. Pas de nouvelles parutions dans les kiosques ni d'informations sur les ondes des radios et télévisions privées dans la capitale. Les journalistes protestent ainsi contre l'interpellation et la garde à vue de notre confrère Boukari Daou par la sécurité d'État depuis une semaine. Le mouvement ainsi enclenché va se poursuivre jusqu'à la libération du journaliste, selon les organisateurs de la journée. Une équipe de l'ORTM a fait le tour de la ville, suivant le reportage signé Adama Kodjo. Des kiosques sans nouveau numéro de journaux privés. C'est le triste constat de la journée sans presse à travers la ville de Bamako. Au siège des radios Benka et FR3 que nous avons visité, pas d'émission, seulement quelques agents présents sans activité professionnelle. On entend seulement l'ordre de l'auditeur pour que nous ouvrons la station. Pour nos auditeurs, on va leur dire de se patienter. C'est un bout de temps. Nous-mêmes, on est désolés. Nous, la moindre des choses, c'était de marquer notre mécontentement, de manifester notre mécontentement, notre désaccord, en cessant, en arrêtant de travailler, c'est-à-dire qu'en demandant aux journaux de ne plus paraître, aux radios de ne pas émettre. J'ai suivi depuis ce matin que le mouvement il est quand même relativement très bien suivi. À Africable Télévision, toutes les sessions d'information sont suspendues et la chaîne continentale compte observer le mouvement jusqu'à la libération de Boukari Daou, directeur de publication du journal Les Républicains. On est dans un état de droit, il y a des textes qui doivent nous régir tous, qui régissent les journalistes, qui régissent l'État, qui régissent le gouvernement, qui régissent tous les citoyens. Si on suit cette voie normale, nous n'avons rien à dire, nous sommes des légalistes, nous sommes des républicains, nous agissons en fonction des textes. C'est parce que d'ailleurs, depuis une semaine que le dossier n'a rien à voir avec la justice, on ne nous parle, nous en tout cas pas officiellement, des dossiers transmis au niveau de la justice, que nous nous sommes dit qu'il faut qu'on en ait cela. Il est vraiment très souhaitable que l'ensemble de la presse malienne continue à serrer ses rangs, parce qu'il est clair que nous allons rentrer dans des périodes très tumultueuses et très difficiles pour chacun d'entre nous et de façon collective pour la profession. Pour les revendeurs de journaux, cette situation met en mal les affaires. Ils souhaitent un dénouement heureux pour ne pas continuer à se tourner les pouces dans des kiosques vides. Ça ne va pas parce qu'un jour de moins déjà dans l'économie, ça fait un peu défaut. En plus qu'on a des partenaires, puis on a des engagements à faire avec d'autres partenaires. Il faut que ces gens se comprennent aussi. Ça me choque au cœur parce que nous, on a des contrats annuels. Nous, on vit quotidiennement. Ce qu'on vend, c'est ça qu'on bénéficie, c'est ça qui fait notre besoin par jour, quoi. Quant aux lecteurs, ils se demandent à quand la fin de cette rupture. Quotidiennement, on est bien informé. Donc, ce vide-là, vraiment, ça touche tous les Maliens. Notre droit aussi a été violé parce qu'on a droit à être informé et il y a des organes pour ça. Notre confrère Boukari Daou a été interpellé mercredi dernier par la sécurité d'État suite à la publication d'une lettre ouverte adressée au président de la République par intérim.
Relance des activités du Centre national de lutte contre les criquets pèlerins dans les régions du nord du pays. Pour cela, le centre a reçu du matériel de prospection, des kits d'analyse, d'équipements de gestion de pesticides et de communication pour un coût de près de 35 millions de francs CFA. Mahamadou Doumbia. Suite à l'occupation des régions du nord du Mali, les installations et tout le matériel du Centre national de lutte contre les criquets pèlerins ont été saccagés ou emportés par des bandits armés. Heureusement, grâce à la FAO, le Centre national de lutte contre les criquets pèlerins est désormais doté de nouveaux matériels adéquats et assez diversifiés pour un coût global de 35 millions de francs CFA. Ces dons permettront de relancer les activités du centre. À partir de mars 2012, le Sahel d'Afrique de l'Ouest a eu à faire face à la plus sérieuse menace due aux criquets pèlerins depuis 2005. Depuis le 25 mars 2012, le groupe acridien de la FAO a mis en garde les pays du Sahel par rapport à la situation. Plus de 50 millions de personnes au Mali, en Mauritanie, au Niger et au Tchad étaient menacées. Le centre a pour vocation la gestion du criquet pèlerin au niveau national et c'est lui également qui joue l'interface entre le gouvernement et les partenaires techniques et financiers qui interviennent dans ce domaine. Et le partenaire essentiel du centre se trouve être la FAO, à travers la CLC Pro, comme je le disais, mais aussi à travers un programme, le programme IMPRES, Emergency Prevention System. L'acquisition de ce matériel permettra d'anticiper en matière de lutte anti-acridienne. Il est important que le Centre national de criquet pèlerin, avec son dispositif, soit en état de veille permanente. Lorsque le danger arrive, qu'on ne soit pas surpris. L'année 2013 commence sous de bons auspices pour les pays du Sahel. Il convient cependant de rester vigilant à tous égards en matière de lutte contre les criquets pèlerins. Ce communiqué avant de passer à la page sportive de cette édition sur la base des prix fournisseurs du mois de mars 2013. Les prix indicatifs plafond à la pompe des produits pétroliers en vigueur restent inchangés, excepté le prix non subventionné du gaz butane. À titre de rappel, ils sont de supercarburant sans plan 750, pétrole lampant 565, gasoil 665, distillate diesel oil 665, fuel oil 475, jet A1 libre. Il faut noter que le prix subventionné du kilogramme de gaz butane est de 584 francs CFA. Par conséquent, le prix de vente de la bouteille de 2,75 kg est de 1605 francs CFA et celui de la bouteille de 6 kg est de 3500 francs CFA. Quant au prix non subventionné du kilogramme, il est de 1078 francs CFA. Sport football, championnat national Ligue 1. La phase retour a débuté hier au stade Modibo Keïta et la première rencontre a vu la victoire 2-1 de l'AS Real sur Interclub de Kidal. La seconde opposition a été largement dominée par l'ASB face au Niana de Koulikoro, 4-1. Le résumé des deux rencontres avec Diarra Konaté. Interclub de Kidal, qui avait perdu 6-1 à l'aller, face à l'AS Real, veut montrer un nouveau visage lors de cette rencontre comptant pour la 16e journée. Les Noirs et Blancs se lancent très tôt à l'assaut offensif, mais sans convaincre. Les joueurs de Kidal, présents physiquement, résistent jusqu'à la 40e minute, suite à une bourde de leur portier, Oumar Nienta. Ali Badrasila place la balle au fond de la cage. Le Real va doubler la mise par le même joueur à la 46e minute. La seconde période sera dominée par les visiteurs. Bakaraba réussit l'unique but de Attar. Les Scorpions de Djigroni l'emportent difficilement 2-1. La seconde rencontre sera difficile pour les joueurs de Niana de Koulikoro, battus 4-1 par l'ASB. Pourtant, la première période n'avait pas été négative pour les visiteurs, avec en tête un excellent gardien de but, Mamadi Aïdara, auteur de nombreux arrêts décisifs. Mamadou Diallo ouvre le score pour l'ASB après 10 minutes de jeu, avant de se faire rejoindre à la 30e minute suite à un but de Mamadou Sissé. La deuxième partie est tout autre pour l'équipe de la capitale du Méguétan. Elle encaisse 3 autres buts. Les buts ont été inscrits au 49e, 74e et 82e minute par respectivement Ousmane Kaba, Mamadou Kouyaté et Daouda Fani.
l'ASB est déterminé à sortir de la zone rouge. Cette victoire fera du bien à l'ASB qui rejoint l'Office du Niger Sport avec 16 points et 11e provisoire. Sport toujours, la Confédération africaine de football a tenu le week-end dernier sa 35e assemblée générale. C'était à Marrakech au Maroc. Lors de ses assises, Amadou Diakité du Mali a été réélu pour un nouveau mandat de 4 ans. Khalifa Nama Traoré. La 35e Assemblée générale de la CAF consacre la continuité au niveau du comité exécutif de l'instance continentale. Sur les 8 postes soumis au vote, 6 ont été reconduits, notamment dans les zones nord, centre-est, ouest A, centre, sud et le siège du président de la CAF. Amadou Diakité, qui avait en face de lui 3 candidats au compte de la zone ouest A, est passé haut la main avec 35 voix des 54 votants, contre 12 au Sénégalais Maître Augustin Senghor et 7 voix pour Hassan Biliti du Libéria. Le représentant mauritanien a lui retiré sa candidature. Élu au comité exécutif de la Confédération africaine de football pour la première fois en 1992, Amadou Diakité s'est réjoui de cette marque de confiance des responsables sportifs du continent et rend hommage au peuple malien et surtout à la Fédération malienne de football pour leur soutien constant. Pour lui, il s'agit maintenant de préserver les acquis et œuvrer à multiplier les compétitions dans la zone A de l'Union des fédérations ouest-africaines de football. Je voudrais remercier tout le football malien pour l'accompagnement et pour avoir déposé ma candidature. Ensuite, les électeurs qui m'ont fait confiance. J'espère que j'aurai la force de continuer à servir et mon pays et l'Afrique. Je sais que mon pays traverse des moments très difficiles en ce moment, mais moi, ainsi que tout le football, est derrière nos soldats, notre armée, et nous souhaitons, avec l'aide de Dieu, que la paix revienne et que le Mali devienne ce qu'il était. C'est une victoire du football malien, du monde sportif du Mali, de l'ensemble de tous ses amis qui l'ont accompagné ici pour le soutenir. Nous qui sommes à ses côtés, nous sommes très fiers. Ensemble, faisons quelque chose pour notre pays. Ensemble, faisons quelque chose pour le devenir de ce pays. Ensemble, nous vaincrons, Inch'Allah. Issa Hayatou, qui est rempli pour un 7e et dernier mandat à la tête de la CAF, a lui résumé les objectifs de l'instance pour les 4 prochaines années. Il s'agit entre autres de la promotion du football féminin, le football comme facteur de promotion de la paix, la lutte contre la violence dans les stades, contre les paris clandestins et le racisme. Une fondation Issa Hayatou a par ailleurs été créée durant les assises de Marrakech, cela afin de venir en aide à d'anciens joueurs africains en situation difficile en leur garantissant une assurance et une couverture médicale complète. Sport, football toujours, avec ce livre coffret sur le parcours des aigles du Mali qui vient de paraître. Cette publication et la contribution des Maliens installés aux États-Unis, mais qui suit de très près les exploits des aigles. Elle retrace leur parcours durant l'édition 2012 de la CAN du Gabon et de Guinée équatoriale. Celle relative à la CAN 2013 d'Afrique du Sud est en fin de chantier selon l'auteur. Tout de suite, ligne de front, l'émission reçoit comme invité Younousi Touré, président de l'Assemblée nationale par intérim, qui répondra aux questions de Abbas Fambouguri Traoré. C'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous demain 10h-13h avec Amadou Sankari. Je vous retrouve, s'il plaît à Dieu, pour les éditions du soir. D'ici là, que la liberté soit avec nous. Bonsoir à tous.